Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui fait pas mal de vagues. Une initiative du Ghana aux Nations Unies sur l'esclavage, et surtout sur la réaction très virulente d'un article du média Afrique Décrypte. C'est une analyse qui oppose, vous allez le voir, la mémoire historique à une accusation frontale d'hypocrisie. La question de fond que pose cet article, elle est assez simple et brutale. Est-ce que la démarche du Ghana, qui veut faire reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité, est un acte de justice nécessaire, ou est-ce qu'au contraire, c'est une profonde hypocrisie historique? C'est tout le débat qu'on va décortiquer. Bon, pour bien comprendre, il faut revenir au point de départ. Le Ghana a lancé une initiative diplomatique majeure à l'Assemblée générale des Nations unies. L'objectif est clair, mettre sur la table la question de l'héritage de l'esclavage et le faire au niveau mondial. Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde, loin de là. Un article publié dans Afrique Décrypte n'y va pas par quatre chemins et qualifie cette initiative de, je cite, « falsification historique monumentale ». Voilà, le décor est planté et le ton est donné. Bon, rentrons maintenant dans le cœur de l'argumentaire de l'article. Quel est son premier reproche, sa première accusation? Eh bien, ça tourne autour de ce qu'il appelle le paradoxe ghanéen. Et c'est là que l'article met le doigt sur ce qu'il présente comme une énorme contradiction. D'un côté, on a le Ghana d'aujourd'hui qui demande au monde entier de criminaliser l'esclavage et de payer des réparations, et de l'autre, l'article rappelle que le Ghana est l'héritier de l'Empire Ashanti, présenté ici comme une des plus grandes puissances esclavagistes du continent. Pour appuyer son point, l'article détaille le mécanisme. Il affirme que l'Empire Ashanti a bâti sa puissance sur des razzias. En gros, il capturait des membres d'ethnies voisines pour les vendre. Les Européens, eux, attendaient dans les forts sur la côte, comme à Elmina, et c'était des intermédiaires africains, notamment Ashanti, qui leur amenaient les captifs. Le deal, c'était quoi? Des esclaves contre des fusils, ce qui permettait ensuite de mener encore plus de razzias. C'est le système que décrit la source. Et ça nous amène à la conclusion choc de cette première partie, une phrase qui est une vraie provocation. L'article dit, je cite, « Ce ne sont pas des excuses que le Ghana devrait demander, mais bien le pardon qu'il devrait implorer auprès des descendants des ethnies que ses ancêtres ont réduites en esclavage et vendues. » En fait, l'auteur renverse complètement la table. Ok, premier point, l'héritage Ashanti. Mais l'article ne s'arrête pas là. Il avance à un deuxième argument majeur, celui des, entre guillemets, histoires oubliées. L'idée de l'auteur ici, c'est que la résolution de l'ONU est volontairement partielle. Elle ne se concentrerait que sur la traite transatlantique, celle qui implique les Européens, pour, selon l'article, mieux cibler l'homme blanc. Et en faisant ça, elle passerait totalement sous silence deux autres traites esclavagistes de grande ampleur. Et voilà comment l'article présente les choses. Un tableau qui met en parallèle trois phénomènes. D'un côté, la traite transatlantique, qui aurait duré environ 4 siècles. De l'autre, la traite arabo-musulmane. Et là, l'article avance des chiffres bien plus importants, 14 siècles et environ 17 millions de victimes. Et enfin, il mentionne la traite intra-africaine qui serait bien plus ancienne et qui existait bien avant l'arrivée de qui que ce soit. Et c'est là que l'article lance sans doute son affirmation la plus explosive. La voici. L'homme blanc n'a pas introduit l'esclavage en Afrique, il y a mis fin. L'argument ici, c'est que ce sont les puissances coloniales européennes qui, à la fin du 19e siècle, auraient mis un terme à l'esclavage qui se pratiquait entre les sociétés africaines elles-mêmes. C'est une thèse évidemment très controversée. Alors, on a vu l'argument historique, mais si la motivation du Ghana n'est pas uniquement de faire la lumière sur le passé, quelle serait la vraie raison derrière cette démarche, d'après l'auteur? Eh bien, l'article avance un concept assez fort, celui de la rente victimaire ou rente mémorielle. Qu'est-ce que ça veut dire, rente mémorielle, dans le contexte de cet article? C'est présenté comme une stratégie à la fois politique et financière. L'idée serait d'instrumentaliser un traumatisme historique, ici l'esclavage, pour justifier des demandes de réparation ou de paiement de la part de l'Occident. C'est en tout cas la définition qu'en donne la source. Et l'article va même plus loin. Il décortique ce qu'il voit comme un calcul politique en 3 temps. Étape 1, on part du constat de l'échec structurel des États africains depuis les indépendances. Étape 2, face à cet échec, il faudrait trouver un coupable extérieur pour expliquer les problèmes. Et étape 3, on se sert de l'histoire comme d'un levier pour exiger de l'argent à l'Occident. Voilà la logique décrite. Et donc, pour l'auteur, la conclusion de tout ça est claire. Le vrai enjeu ne serait pas le passé, mais bien le présent. Cette stratégie permettrait aux dirigeants de détourner l'attention de leurs propres problèmes, comme la corruption ou le manque de développement. En bref, c'est une manière de ne pas avoir à rendre de compte à leur propre population. Bon, on a vu les arguments sur l'histoire, sur les motivations. Voyons maintenant comment l'article boucle la boucle et quel est son jugement final sur toute cette affaire. Et le verdict de l'auteur est sans appel. Pour lui, l'initiative du Ghana n'est rien d'autre qu'une vaste opération de blanchissement de l'histoire africaine. Le mot est fort. Il ne s'agirait donc pas d'un acte de mémoire, mais bien d'une tentative d'effacer une partie de l'histoire pour en réécrire une autre, plus arrangeante. L'article se termine par une dernière flèche, mais cette fois-ci, elle est tirée non pas vers le Ghana, mais vers les diplomates occidentaux.
L'auteur écrit « Il serait grand temps que les diplomates occidentaux retrouvent un peu de colonne vertébrale et cessent de se prosterner devant des accusateurs dont les ancêtres tenaient le fouet. » C'est une critique extrêmement dure de ce que l'auteur perçoit comme une forme de complaisance, voire de faiblesse de l'Occident. Voilà, on a fait le tour des arguments de cet article d'Afrique Décrypte. On a vu sa thèse, ses accusations. Au-delà du cas du Ghana, ce texte soulève une question beaucoup plus large et finalement assez vertigineuse. Comment est-ce qu'on définit la responsabilité historique aujourd'hui sur la grande scène internationale ? La question évidemment reste ouverte.